Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture, deuxième épisode de la saison 2. On espère que vous êtes bien calés en ce dimanche matin ou un autre jour si vous avez le plaisir de nous écouter sur les plateformes de streaming. Le plaisir, comme chaque semaine, vous le savez, il est partagé pour ma part puisque je suis rejoint par mon comparse Théophile Omesser. Comment ça va, Théo? Je suis ravi de te retrouver. Bah ça va toujours bien quand je vois ta ganache, donc ravi de te retrouver Pierre Armand pour un nouvel épisode du Hub Culture, comme toutes les semaines. Et puis alors cette semaine J'aimerais on que a ma femme me dise ça tous les jours. Moi c'est l'inverse, c'est contente quand j'arrête de voir ta ganache, je comprends aussi. En tout cas non, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. On va aller fouiller dans la boîte à souvenirs et à émotions, c'est ça Pierre? Ouais, aujourd'hui, on va se dire, j'aime bien vous troller un petit peu dans votre CQFR du samedi en vous posant des questions, en essayant de vous piéger, ce que, spoiler, je n'arrive jamais à faire, puisqu'évidemment, vous êtes toujours prêts. On dirait que vous avez les questions 3 semaines avant, alors que vous les avez en direct, où je vous demandais quel est, en bref, de quoi vous ne vous lassez jamais. Alors là, c'était une question basket, hein, une action, un match, un truc dont on se lasse jamais, qu'on ne se lasse jamais de regarder, de revoir, de re-revoir jusqu'à avoir poncé la page d'un livre, le sillon d'un disque, un CD, un souvenir, un documentaire, une action, un highlight, un truc comme ça. Et donc je me suis dit, bah, ça pourrait, et on s'est dit, ça pourrait être un thème un petit peu sympa. Et donc, bah, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, Théo, à part de moi, quel est quelque chose dont tu ne te lasses jamais pour l'instant? Alors, restons dans le domaine du basket. En fait, tout bêtement, mais je pense que j'arrête pas de mentionner ce match, mais c'est parce que c'est le match de basket que j'ai le plus vu dans ma vie. Moi, tu sais, il y a des gens qui aiment jamais relire des bouquins ou revoir des films qu'ils ont déjà aimés. Moi, je suis pas du tout dans cette catégorie-là. J'adore revisiter des choses que je connais déjà plutôt bien. Et ben, pour moi, c'est le premier match des finales 92. Bulls contre Portland avec ses 35 points en première mi-temps signés par Jordan, ses 6 tirs à 3 points si je me trompe pas, record à l'époque pour une finale NBA, pour un match de playoff même peut-être, pour une mi-temps. Ce match-là, je compte même plus le nombre de fois où j'ai rematé ce match-là, et notamment la première mi-temps. C'était complètement fou. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que pendant le confinement, tu sais, j'avais revu à nouveau des anciens matchs, des trucs comme ça, et l'émotion était toujours la même, quoi. J'étais à nouveau pris par le truc, je me disais à nouveau comme si c'est la première fois que je voyais ça, mais c'est pas possible, comment c'est possible d'être aussi fort, le shrug, la tête de Cliff Robinson qui est dépité, qui est prêt à jeter son bandeau par terre, bref, c'est tout simplement le match de basket que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, donc ça c'est vraiment un intemporel pour moi. Ah ouais, mais t'as raison de mentionner la première mi-temps parce que la deuxième est largement oubliable. Il se passe pas grand-chose à part une remise en jeu et je sais pas si tu te rappelles, et une claquette dunk, enfin pas une claquette dunk, un alley-oop sur une remise en jeu de Livingstone justement pour Jordan qui scelle le match, mais le match il est fini tout de suite. Et en fait, les gens oublient combien cette finale, elle est quand même pas si simple que ça pour Chicago, parce qu'il y a des matchs à Portland qui sont vraiment, vraiment, vraiment accrochés. Et oui, moi j'avais eu le plaisir de parler avec Eric Bénard et Georges Eddy quand on avait fait le MOOC spécial Jordan. Il nous racontait un peu ses périodes de finale. Et Eric Bénard, c'était sa première finale sur place, son premier match de finale sur place. Et il m'avait dit, enfin, ça n'avait aucun sens. Le bruit. Et d'ailleurs, sur le, le sixième tir à 3 points de Jordan, sur le fameux shrug, si vous avez le plaisir, ou s'il vous reste la cassette vidéo de Georges Eddy et Eric Bénard, il n'y a pas du tout de Ouah, papa, 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 comme ça. C'est juste le bruit de la salle. Et j'ai imaginé tous les deux se regarder, genre, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est le bruit de toi qui l'as connu en plus, le bruit du Chicago Stadium, quand même, quelque chose. Ouais, et puis c'était irréel parce que moi, c'était le premier match de NBA que je regardais en direct en fait. Et c'est pareil à l'époque. Alors c'est dur de se replacer, mais on avait très peu d'images, on avait les magazines et puis il y avait tellement de choses qui étaient dites et écrites sur Jordan que tu pouvais facilement être poussé à dire ouais mais est-ce qu'on n'en fait pas trop sur ce gars-là, est-ce qu'il est vraiment aussi fort, etc. Et en fait moi je m'étais dit mais non, c'est de la science-fiction en fait, c'est un truc de malade, c'est le premier match que je vois, le mec qui bat un record et moi avec la naïveté de l'adolescence, tu vois, il a 35 points à la mi-temps, je me dis putain il va en mettre 70, tu vois, je me dis il va faire la même chose en deuxième mi-temps, je crois qu'il finit à 39, il en met 4 en deuxième, il fait jouer l'équipe. Mais ouais, enfin, voilà, c'était genre la première perfus de NBA pour moi.
en live, c'était ça. Derrière, t'es prêt à vie, quoi. Ah C'est pour, ouais, ça, non, non. c'est pour ça que 30 ans plus tard, je me retrouve à parler avec Pierre Armand Samama de ce match. Et voilà, quoi. Qui est notre premier grand vrai souvenir, ouais, c'est clair que ça, on se lasse rarement de le voir. Ça, je suis d'accord avec toi. Et toi, qu'est-ce que t'as comme go-to tape de choses dans lesquelles Ah, t'adores te replonger? un truc plus récent, vraiment plus récent, je ne me lasse jamais de voir Steph Curry shooter et se retourner sans voir où ça va. C'est un truc qui me fascine à un point et je pourrais regarder des heures une compilation de ses shoots, notamment, c'était quand? C'est, je crois, au All-Star Game il y a 2 ans ou l'année dernière, où il en envoie un du milieu du terrain et il se retourne en regardant Trae Young sans même regarder où ça va. Ouais. Et un dans le corner avec une passe de LeBron, je crois, et où il l'envoie, il regarde le public et il fait c'est bon, c'est bon. Alors qu'il sait très bien. Moi, pour moi, ça vaut. Je suis l'adversaire de ça. C'est pire que de se faire marcher dessus par Iverson ou que le mec ou Kevin Garnett qui t'insulte et qui te traite de tous les noms. Il n'y a pas pire que ça. Genre, le sport, c'est trop facile. Je crois que voilà, c'est l'image du mec qui dit c'est trop facile. C'est trop Ouais. facile, les gars. Ça quitte ma main. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Et on a tous eu cette sensation une fois quand on joue, où on a son spot et où on sait, quand on la lâche, qu'elle y va. Mais bon, on va pas oser faire ce qu'a fait une fois Nick Young ou ce qu'a fait une fois Kemba Walker, tu vois. Mais le degré de confiance qu'il faut pour faire ça. Et ça, vraiment, je me lasse jamais parce que malgré tout, c'est un signe d'être sûr de soi, de chambrage absolu. Et pourtant, tu n'as pas cette impression que, qu'il essaye de te démolir avec ça, alors que ça te démolit. Quand il se retourne vers le banc à chaque fois et qu'il fait ça et qu'il les regarde droit, alors que ce soit son banc à lui, c'est une chose, mais quand c'est le banc des autres, avec l'autre qui a dû lui dire au moment où il shoot, et l'autre il le met dedans, voilà. Non, pour moi, franchement, c'est un truc. Ça et peut-être son shoot contre OKC aussi, pareil. Ah Les, ouais. les highlights de Steph au shoot, pourtant, c'est pas le plus spectaculaire, mais je trouve encore plus spectaculaire quand il se retourne comme ça qu'un gros dunk, quoi. Vraiment, je préfère voir ça qu'une compile de dunk. Non, je comprends. C'est marrant parce que dans ma liste, du coup, j'essaie de voir un petit peu. J'avais noté un autre truc de Stephen Curry, donc je vais enchaîner. C'est son Game 4 des finales 2022 face aux Celtics, là, quand il marque 43 points à 14 sur 26. Je suis retourné chercher la stat. Pour moi, c'est un des plus grands moments de finale NBA que j'ai vu, quoi. C'est le moment où il met toute l'équipe sur ses épaules. Tu sais, il se retourne carrément, il va vers le public de Boston, il harangue le public de Boston en mode de toute façon, vous pouvez rien contre nous. Et c'est un vrai tournant. Je t'avoue que moi, j'ai beaucoup aimé ce titre des Warriors et j'étais assez content finalement qu'ils puissent finir par avoir un titre de MVP des finales parce que j'en avais un peu marre de la polémique, enfin polémique c'est un grand terme, mais qu'on ressorte toujours cet argument de il a jamais été MVP des finales comme si c'était pas un des mecs clutch, alors que c'est un des mecs les plus clutch qu'on ait connu ces 15 dernières années. Ça a toujours été le meilleur joueur ou du moins le moteur de son équipe, même quand il y avait Kevin Durant. Tu peux dire Kevin Durant était le meilleur joueur de l'équipe, mais si tu veux, c'est un débat que je suis prêt à entendre, mais c'était bien sûr que c'est Stephen Curry le moteur de l'équipe, et donc j'étais ravi de le voir comme ça, et je l'avais rarement vu, tu sais, autant remonter quelque part. Il est souvent, on le voit exalté, mais pas forcément vindicatif, et j'avais beaucoup aimé cette image. Oui, moi, on était content pour lui, en fait. Quand Golden State gagne, on était Andrew Wiggins et tout, on s'en battait un peu la noix de savoir qu'ils allaient être champions, mais ça nous faisait surtout, on était content pour lui. Cette émotion, quand il se retrouve à l'autre bout du terrain, on l'avait rarement vu aussi touché par quelque chose, hein. Même quand il bat son record après, on sent que c'est son moment, mais là, voilà. Et on se rend compte que c'était comme Kobe quand il gagne tout seul, hein. Mais et c'était toute la différence, c'est que on avait vraiment cette impression que Kobe là il gagne tout seul. Mm. Tandis que je sais pas, je me suis toujours dit Kobe sans Shaq à l'époque là, bon bah c'est Shaq écrasé tout, donc évidemment que les Lakers auraient peut-être pas fait ça, mais
est-ce que les Warriors de Steph Curry sans Kevin Durant auraient perdu contre Cleveland à chaque fois? Je sais pas. Donc, j'avais pas cette impression il avait besoin de gagner tout seul pour s'affirmer. Pour moi, je suis comme toi, c'est-à-dire KD, MVP de finale, Iguodala, bon, j'en parle même pas. Mais pour moi, le moteur, la superstar de l'équipe, c'était lui. Pour moi, c'était vraiment, ça a toujours été lui. C'était pas l'équipe de Kevin Durant, quoi. Ouais, ouais, carrément. T'avais d'autres trucs en tête côté basket? Ah ouais, 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 moi j'en ai plein. Un truc dont je ne me lasse jamais, c'est l'insanity. Voilà. Je peux regarder. Alors, il y a un gars qui, à un moment donné, enfin, peu de temps après, sur YouTube, avait compilé du début jusqu'à la fin de l'Insanity, c'est-à-dire le match contre New Jersey, puis Utah, puis Washington, puis les Lakers, Toronto, etc. Et je m'en lasse jamais. Je sais même pas si c'est pas le premier qui me plaît le plus à chaque fois, encore plus que les Lakers, où on sait ce qui va se passer derrière, on le voit arriver, et puis Mike Breen et, euh, et Walt Frazier qui s'en amuse, qui dit oh, bah, yeah, il le fait encore, Jeremy Lin, do it again, tu vois, once again, avec sa voix. Et, euh, et on voit tout de suite l'excitation du public de New York qui est chaud et qui sait quand il se passe un truc et qui est content pour un jeune, parce que quand il rentre sur le terrain, les gens l'applaudissent. La semaine d'après, le deuxième match contre Utah, rebelote, et après Spike Lee il est là tout le temps, et dès que Spike Lee est là, tu sais qu'il se passe quelque chose, c'est parce qu'il va se passer quelque chose, et c'est incroyable. Et pour moi, l'image de l'Insanity, beaucoup disent, et lui le premier te dit, c'est le shoot à 3 points dans le corner contre les Lakers. Ouais. Où il marque ses derniers points et où il sent le Garden exploser. Et pour moi, vraiment, l'image de l'Insanity, c'est le shoot contre Toronto, parce que tu as toute la salle des Raptors qui se lève en disant c'est au-delà de. Tu vois, c'est un peu comme la finale des Jeux, quand Steph prend sa crise et que sur le dernier, tu as quand même. Tout le monde fait. Même si, tu sais, il éteint la salle, mais il l'éteint pas vraiment parce que tout le monde fait waouh, tu vois, tu sens une clameur, même si tu es dégoûté de toi-même, tu sais que tu vis un truc formidable. Et là, tu as toute la salle qui se lève et quand il met le panier, mais toute la salle explose comme s'il jouait à domicile. Et pour moi, c'est mes dernières, je pense, vraies grandes émotions sur une période d'un mois en NBA. Tu vois, ça fait un moment, c'est 2012, je crois, hein. Ouais. Donc ça fait 12 ans. C'est vraiment où j'étais prêt à me lever et où je sautais pour un New York Knicks, Toronto Raptors. Horrible, à une période dégueulasse. Mais voilà. Et puis, je trouve que l'histoire était très belle. Alors, elle a été ce qu'elle a été. Et j'avais vu l'année d'après, ou en 2014, j'avais vu un match à Brooklyn, un Nets, où il y avait encore Paul Pierce, etc., contre les Rockets, où c'était l'équipe de Dwight Howard, et où il y avait Jeremy Lin, qui avait été accueilli comme un héros à Brooklyn. Et je me rappelle avoir été très ému. Pourtant, il y avait du monde sur le terrain, tu vois, il y avait de la légende. Tu sais ce que je pense de Paul Pierce, mais quand même, faut savoir reconnaître. Il y avait Paul Pierce, il y avait Kevin Garnett, il y avait Dwight Howard, tu vois, il y avait du monde. Et ben, j'étais sur le cul de voir Jeremy Lin, quoi. Vraiment un gars qui m'a apporté beaucoup d'émotions sur un shoot comme un shoot sur peu de temps, mais voilà, j'ai toujours beaucoup respecté ce gars. Je trouve pas traité à sa juste mesure alors que la NBA, s'il y a un truc qu'elle sait bien faire, la ligue, c'est de rendre hommage et glorifier un peu les moments passés et les grandes périodes de la ligue et les joueurs qui lui ont apporté quelque chose, parce que ça a dû rapporter un blé, Jeremy Lin, sur 2 mois avec le marché asiatique, un truc incroyable. Et je trouve que ça a été, tu vois, quand il te montre les grands moments de la ligue, je trouve que parfois on l'oublie un petit peu. Voilà. Ouais, je vois, mais c'est clair que c'était, enfin, l'histoire était trop belle même. Tu dis, mais tu fais ça dans un film, tout le monde rigole en disant, mais c'est pas crédible votre machin et tout, jamais ça peut se passer en NBA. En fait, c'était vraiment le conte de fées en réel, quoi. Et puis il a une crise d'adresse, il marche sur Mm. la gueule de tout le monde. Je me rappelle, il jouait les passages en force, il dunkait, il allait en pénétration, il défendait, il
tournait à 7 ou 8 passes par match. Il avait une relation avec Tyson Chandler ultra bien sur du pick and roll. Je me rappelle, et puis je me rappelle toujours le shoot de Shumpert contre Toronto, contre la planche. Tyson Chandler qui prend le rebond, qui ressort pour, euh, pour, euh, pour Jeremy Lin qui est derrière la ligne à 3 points. Et Tyson Chandler et Amar'e Stoudemire, ils font le geste, ils disent barrez, tout le monde se casse. Ouais. C'est ouf, quoi. T'as quand même Amar'e Stoudemire. Bon, après, les histoires avec Melo, pas Melo, j'en sais rien. Ça, on n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. Ça ne met pas une pierre à l'édifice d'un Melo dont on reparlera un jour. Je suis pas fan. Écoute, moi, il y a un autre truc dont je me lasse jamais. Pourtant, mon feed continue de me le reproposer régulièrement, que ça soit sur Instagram ou parfois sur YouTube. C'est les highlights des plus belles passes de Milos Teodosic. Je peux pas m'empêcher, quand je tombe dessus, de rester et de regarder à nouveau, même si je les connais par cœur. Tu sais, il y a notamment celle où il passe la balle carrément dans le dos du défenseur. C'est vraiment... Alors, je sais qu'il a eu sa petite chance aux Clippers. Bon, ça a été anecdotique en NBA, mais quel joueur incroyable. C'est vraiment ce type de joueur, je trouve, dont finalement le public américain ou le public qui n'est concentré que sur la NBA passe à côté quand même d'artistes complètement dingues. Et pour moi, Teodosic, c'est ça, quoi. Et je continue, je peux pas m'empêcher, tu vois, de me demander, tu vois, cette équipe de Serbie qui m'a fait vraiment très forte impression aux Jeux Olympiques. Encore une fois, je pense que c'était vraiment celle qui était le plus près de pouvoir sortir Team USA pendant les derniers Jeux. Je me dis, mais qu'est-ce que ça aurait pu donner si Jokic et Teodosic avaient été... Enfin, s'ils avaient eu un écart d'âge plus faible, s'ils avaient pu être tous les deux dans leur prime pour piloter cette équipe de Serbie. C'est un de mes grands what if. Et en tout cas, voilà, si jamais vous connaissez pas le personnage, je vous encourage à aller regarder ça. Vous aurez pas perdu les 5-10 minutes que vous passerez sur YouTube ou sur Instagram. C'est du nectar. Ah ouais, c'est vraiment du nectar et un handle qu'on imagine, enfin, c'est même plus un handle, je sais pas, le ballon il semble téléguidé, ensorcelé par les mains de Teodosic. Moi, il y a un truc dont je me lasse jamais que je sur YouTube. C'est un clip qui dure 30 secondes, mais alors tu vas me corriger, mais je crois que c'est Red Auerbach qui est à côté de Pete Maravich. Oui, c'est ça, exactement, je vois très bien. Et Pete Maravich fait un truc. Il prend le ballon comme ça, il le lance entre ses jambes, il le rattrape derrière et le fait 10 fois d'affilée. C'est vraiment comme l'histoire du catch. Tu sautes de l'armoire sur la table, à ne surtout pas faire chez soi. Parce que mon pote, c'est la fin de toute ta déco, des vases, de ta collection de disques. La balle, tu la rattrapes jamais derrière. En tout cas, pas 4 fois ou 5 fois ou 10 fois d'affilée. Et surtout, il envoie la balle à tout berzingue par terre devant Auerbach qui le regarde. Il dit, oh, ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même étonnant. Il dit, là, ouais, je vais vous montrer ça. C'est un exercice que je fais tous les jours, plusieurs fois. Et, et c'est pour ça que quand on dit. Alors, il aime bien parler parce que ça fait parler de lui, mais quand Anthony Edwards dit le handle, il y en avait qu'un, il y avait que Jordan avant les années 2000. Bon, t'as envie de chialer, quoi. T'as envie de chialer parce que ça, c'est dispo, quoi. Tu tapes, tu vois. Mais t'as raison, c'est exactement ça. T'es même pas obligé de taper quoi que ce soit en fait. Tu regardes ton feed YouTube ou je sais pas quoi, ça va te sortir des images de Isaiah Thomas. Il y a c'était un échange. Je sais plus si c'était un match d'exhibition ou, Ouais, c'est un match d'exhibition. Préparation de. Ouais, ouais, exactement. Il dribble avec un seul doigt, il s'assied, il se relève tout en dribblant au ras du sol. Enfin, je veux dire, des mecs avec des skills. On n'a pas attendu les années 2020 pour en trouver quoi. C'est clair. Et en plus, il y en avait encore peut-être même plus dans ces années-là qui étaient non pas nourris au système AAU, mais un vrai système universitaire avec des fondamentaux sur 4 ans, pas sur une année. Et en fait, tu as la recherche du côté athlétique avant du côté technique. Mais c'est vrai que par contre, la vraie histoire, en fait, là où je comprends Anthony Edwards, c'est qu'il y a beaucoup moins de joueurs avec une vraie technique de handle dans les années 80 qu'aujourd'hui. Je pense que c'est simple de voir quand on voit Victor remonter la balle
la manière dont il fait. Et c'est pour ça que les Américains, aujourd'hui, ils comprennent pas, par exemple, Rudy Gobert, en fait, Rudy Gobert, c'est juste qu'il n'est pas à la bonne époque, c'est tout. Ça aurait été un pivot incroyable dans les années 90, dur au mal, qui pose ses écrans, qui vient, qui prend son ballon, qui dunk. Et... Enfin, les gars, regardez 2 minutes, vous tapez Handle, Shaquille O'Neal ou à part Hakeem Olajuwon, c'était pas non plus des grands techniciens. Hein. Il y en avait quelques-uns qui étaient fluides, comme les David Robinson et tout, mais c'était pas non plus. C'était des joueurs de devoir. Regarde, tu parles des Portland Trail Blazers. T'avais de 92, t'avais Clyde Drexler qui savait mener un ballon, Terry Porter, mais Kevin Duckworth, Cliff Robinson et Jérôme Kersey, tu vois, c'est pas non plus les rois de. Enfin, c'était des joueurs de devoir. C'était des joueurs de devoir. Tandis qu'aujourd'hui, dans la course au highlight, il faut en faire des tonnes. Mais c'est peut-être la période N1 aussi qui a fait ça, où tout le monde voulait toucher le ballon, tout le monde voulait faire ces choses-là. C'était moins des joueurs de fondamentaux. Ouais, non, mais c'est là où il a été trop long. Parce qu'en fait, bien sûr que même si tu regardes des images des matchs des années 60, tu vas avoir l'impression que les mecs dribblent qu'avec leur main droite. En fait, Mais c'est le ça. jeu a évolué. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, ce qui était fou dans la phrase d'Anthony Edwards, on va peut-être pas rester que là-dessus, c'est de se dire... ouais, Jordan a eu l'air d'un extraterrestre parce qu'il avait des skills et quand Kobe est arrivé, tout le monde s'est demandé mais c'est qui ce mec parce qu'il avait des skills. C'est un raccourci qui a aucun sens en fait. Tu vois, il y a tellement de joueurs qui avaient... Enfin, c'était une évolution lente. Mais, on ne voyait pas. Mais oui, mais quand Kobe est arrivé, personne n'était estomaqué en se disant c'est quoi cet extraterrestre. On l'a vu arriver, progresser, passer des paliers, mais à son époque, il y avait déjà plein de joueurs avec des skills. Kobe était pas... Je veux dire, Kobe a perfectionné sa palette technique au-delà, je pense que c'est l'arrière avec la palette technique sans doute la plus complète que j'ai vue, mais ça n'a pas été comme s'il il a pas débarqué à 18 ans comme ça, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, encore une fois, ce que j'explique juste, c'est que dans les années 90, il y avait des rôles beaucoup plus définis qu'aujourd'hui, avec un basket qui se jouait beaucoup plus à l'intérieur, et que ça venait pas à l'idée de... Enfin, t'aurais pas vu... Et encore, lui était capable de le faire, mais Vlade Divac remontait le ballon, ou Chris Webber remontait le ballon, c'est tout. C'est juste que ça se passait pas comme ça. Mais je pense que... Quand tu regardes les Croates en 92 s'échauffer avant la finale olympique, tu les vois faire des trucs. Ouais, c'est clair. Et t'as raison de le noter, parce que justement, un mec comme Chris Webber, c'est ça qui est Chris Webber, ou même, tu vois, Anthony Mason dans un autre registre, c'est ça qui les faisait sortir du lot. Tu disais, mais comment c'est des power forward qui peuvent monter la balle, qu'on passe dans le dos, etc. Exactement. Bah oui, mais le problème, c'est que dès qu'on ouvre ce débat, on en trouve 15 000. Ouais, c'est vrai. Donc l'histoire, c'est juste qu'il n'a pas envie d'aller réfléchir 5 minutes. Hein. On pense à Detlef Schrempf, on pense à... Alors, c'était même pas forcément les Européens, mais des mecs de grande taille comme ça qui étaient capables de mener, de remonter le ballon ou d'avoir un vrai beau handle et des vrais beaux mouvements. Bon, on parle pas de Charles Oakley, mais il y en avait quand même un paquet quand même. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, il y a un autre truc dont je me lasse, je sais pas si je m'en lasserai, c'est le jeu à deux de Jamal Murray et Nikola Jokic. Je trouve que c'est le plus beau jeu à deux peut-être de toute la ligue. Je sais même pas comment tu te prépares à défendre contre ça, parce que les deux peuvent créer, les deux peuvent shooter, les deux peuvent pénétrer, les deux peuvent s'écarter, les deux peuvent te punir par la passe, soit l'un pour l'autre, soit pour le Aaron Gordon qui coupe dans la ligne de fond, ou pour le mec qui se démarque à l'opposé. J'adore la connexion, tu sais, c'est ça qui est chouette. Enfin, ce qui est cool dans les sports collectifs, c'est de te dire, mais ces deux mecs ont grandi à des endroits complètement différents, ils ont pas le même morphotype, ils viennent pas des mêmes endroits, et pourtant ils se trouvent dans cette équipe et ils développent une espèce d'alchimie où tu as l'impression que c'est des jumeaux qui se comprennent à demi-mot. Ouais, je pense vraiment que c'est sans doute le plus beau jeu à deux de toute la ligue aujourd'hui encore. Jamal Murray Jokic, ouais, j'adore, je suis fan. Bah c'est tout ce qu'on aime bien voir dans l'impact de l'un, la technique de l'autre, puis la relation, le QI basket. C'est surtout ça, ce que tu dis. Hein. C'est très étonnant. Et puis tu sais, sur Jokic, je suis tombé bêtement sur des vidéos Instagram de parodies où tu as marqué une phrase, marqué genre voilà ce qui se passe quand tu as défendu pendant 23 secondes, ton équipe a défendu le plomb pendant 23 secondes, et puis après tu as une image d'un mec qui balance le ballon n'importe comment, tu sais, et que ça rentre là, en référence au fameux le shoot à 3 points complètement fou de Jokic sur la tête d'Anthony Davis là, pendant la série face aux Lakers il y a 2-3 ans, là, mais ouais,
C'est vraiment un régal, ce joueur. Ah ouais, c'est vraiment un personnage à part. On dirait Casimir qui joue en NBA, quoi. C'est incroyable. T'as envie de lui faire des. Enfin, il a en plus réussi à développer un truc où t'arrives pas. J'ai l'impression que ses adversaires n'arrivent même pas à avoir la rage contre lui, tu sais, de se C'est vrai. motiver en disant je vais l'écraser et tout. On verra bien. Mais il a gagné le respect quand même de tout le monde, donc bravo. Moi, tu parlais de Chris Weber, un truc que je peux voir 100 000 fois. C'est le documentaire sur le Fab Five. Ah, ouais. Le fameux, la série 30 for 30 d'ESPN sur le Fab Five, la mise en place, la création du Fab Five, les grandes saisons et avec les fameux 2 grands tournois universitaires. Le seul regret, bien sûr, c'est l'absence de Chris Weber dans ce documentaire qui n'a pas voulu s'exprimer encore. Alors, je ne sais pas la raison officielle exacte, est-ce qu'il ne voulait pas reparler de l'histoire du temps mort et tout. Mais tu vois, on parle souvent du romantisme, la fin du romantisme dans le monde d'aujourd'hui, notamment dans le sport, où tout est régi par la thune et par le besoin de gagner, et que si tu ne gagnes pas, tu n'es rien du tout. Voilà, une équipe romantique pour moi, même si elle n'était pas du tout sur le terrain et dans son aspect, le Fab Five qui a modifié beaucoup de choses, qui est l'entrée officielle de la culture hip-hop dans la ligue universitaire et même l'avènement et la confirmation de la culture hip-hop dans son arrivée dans le basket tout court. Il faudrait que l'UNESCO un jour reconnaisse que le basketball est le 5e pilier de la culture hip-hop d'une bonne fois pour toutes. Ce serait plutôt bien. Euh, et, euh, et voilà, donc ce documentaire, si vous l'avez jamais vu, ça s'appelle Fab Five tout simplement. Et voilà, vous êtes obligé de tomber amoureux de la fac de Michigan. Ouais, dans le même genre, il y a celui dont on avait déjà parlé, tu sais, entre documentaire sur Drazen Petrovic et Vlade Divac, là. C'est quoi, c'est Once Brothers. Rose... Once Brothers. Voilà, exactement. Incroyable. Moi, c'est le plus beau que j'ai vu. Je l'ai vu à plusieurs reprises. T'es pris par l'émotion à chaque fois. Après, les sorties for sorties sont vraiment quasiment tous très très bien faits, mais celui-ci, il est exceptionnel, vraiment. Ouais, enfin, c'est vraiment un truc à regarder. Même si vous aimez pas le basket ou si vous voulez montrer un jour quelque chose à vos conjoints ou vos potes qui aiment pas le basket, non, ça te prend aux tripes directement. Ça, c'est sûr. Ouais, dans la même veine, moi, c'est la série documentaire Losers qui est sur Netflix, là, qui avait inspiré en partie le MOOC spécial Loser qu'on avait fait. Je la trouve incroyable cette série. Les épisodes, c'est des petits épisodes de une demi-heure à peu près sur différentes figures du sport. Et il y en a plein que j'ai regardé plusieurs fois en fait. Parce que j'avais maté toute la série tout seul. Après, je l'ai revu avec ma femme. Après, il y a certains épisodes, notamment celui sur Yabon Ali que j'ai montré à ma fille. Elle est incroyable cette série. Vraiment, je pense que. Après, bon, je suis plutôt, comme toi, je pense que je suis plutôt bon client au bout du compte. Dès qu'on me met des choses sur les coulisses de la performance ou des histoires autour du sport, je pourrais mater sur tout et n'importe quoi. Et ce qui est marrant, c'est que longtemps j'avais dit ça. J'ai dit même sur le curling, je pourrais regarder des trucs. Et il y a justement un épisode sur le curling qui est complètement dingue et qui est tout aussi passionnant que les autres. C'est cette série, je pense que je pourrais me remater les épisodes encore. Le mec qui se perd en faisant le marathon des sables et tout. C'est cauchemar pas possible, mais elle est incroyable cette série. Alors ça c'est une série complète. Puis il y a un autre thème là sur Netflix qui s'appelle l'envers du sport, je crois. Je sais plus si c'est l'envers du Oui, décor ou l'envers du sport. sport, Où il y a ouais. pas mal de thèmes, beaucoup sur le sport US également. Là, il y en a un sur la fac de Michigan, incroyable, sur les voleurs de signes. Je l'ai pas vu encore. Tu l'as vu Voilà. toi? Oui, 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 je l'ai vu. Ouais, Alors, ok. c'est assez particulier, mais c'est surtout que je pense que la NCAA, en fait, enfin, une des organisations les plus opaques et les plus horribles, en fait, C'est clair. de l'histoire de l'humanité, tu vois, c'est l'organisation la plus diabolique qui soit, quoi, qui a volé, qui vole des jeunes, enfin, tout est autour de la thune. C'est assez terrible, une machine à broyer comme j'ai rarement vu. Mais il y a des trucs sympas à voir autour du foot US. Il y avait celui sur la fameuse bagarre
entre les Pistons et Indiana. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis moi, je suis comme toi, je regarde tous les documentaires. J'ai même regardé un sur la gymnastique avec Simone Biles très récemment, là, pareil, qui est assez intéressant sur la reconstruction psychologique d'une championne. Voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus parce que les highlights, il suffit d'allumer son téléphone pour les voir. On est en manque un petit peu d'explications, d'images un peu rares, puisque aujourd'hui on a accès à tout. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier, on en parlera tout à l'heure dans nos coups de cœur. On aime bien voir ça. Moi, un truc dont je me lasse jamais, et on a fêté les 20 ans de l'événement qui a donné lieu à ce film de Michel Gondry qui s'appelle Block Party, puisque c'était les 20 ans, le 18 septembre, je crois, de cette fameuse Block Party, cette fête de quartier organisée par Dave Chappelle, qui a donné donc lieu au film et à une bande originale totalement incroyable et certainement à la meilleure affiche de film de l'histoire du cinéma. Ou si vous aimez la black music, bah, vous avez là un feu d'artifice d'artistes qui sont sur ce poster. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Block Party, un concert alors on va pas dire improvisé, mais organisé comme toute Block Party, c'est organisé, mais c'est tout à l'arrache jusqu'à la dernière seconde. On ne sait pas s'ils vont venir, pas venir, la pluie, pas la pluie. Le seul truc qu'on voit, c'est qui est le patron de toute cette affaire. C'est Questlove qui est derrière sa batterie, qui gère l'un, l'autre, ferme ta gueule. Il joue d'une main, il dit toi tu sors, toi tu rentres. Toi, Jill Scott, tu te mets là, Eric Caballo, tu te mets là, la première qui bouge, qui ouvre sa gueule, je vous préviens. Lui, toi, tu te mets là, le Wyclef Jean ici et tous les mecs, ça marche, mais tu sens, à part Kanye West qui lui arrive dans la rue, évidemment, il ne fait rien comme les autres. Il arrive de loin avec sa fanfare qui est très sympa, où on voit Kanye West, gamin. Et tu me le faisais remarquer hors antenne avant qu'on en parle, J. Cole qui est dans le public, un jeune J. Cole. Qui est là et qui doit se dire pas con ça, peut-être je vais essayer. Mais voilà, on voit les Dead Prez, on voit les Fujis, on voit le côté totalement magnétique de Lauryn Hill qui arrive. Ça doit être une des dernières fois où on les a vus tous ensemble de manière à peu près normale. Mais je crois que c'est la première fois qu'ils se remettaient ensemble. Ils se remettaient ensemble, depuis leur séparation. Un tour de force. Et puis Dave Chappelle qui fait le con au milieu. C'est vraiment un beau documentaire. Et puis on voit Dave Chappelle surtout qui non seulement organise ça, mais qui se rend compte lui-même de l'aberration de ce qui est en train d'arriver et qui se régale, quoi. Que lui, il passe la soirée de sa vie. Alors il manque certains personnages, il manque notamment D'Angelo, mais je crois que c'était le moment où il était complètement dans le creux de la vague. Début des années 2010, il était complètement à la ramasse. Mais sinon, il y a les routes, il y a tout ce que vous pouvez imaginer de mieux de cette période est présente à Brooklyn, dans la rue, sur une scène improvisée, gratos. Pourquoi nous, on a moins ça? Pourquoi nous, quand on fait une block party, c'est avec Camaro, Alizé et des vieilles stars avec Tribal Jam, des trucs comme ça, pour que ce soit gratos maintenant, ça doit être... On parlait tout à l'heure, je te disais que j'étais du genre à relire des bouquins. Moi, il y a une trilogie de bouquins, je sais pas si... Enfin, j'imagine que tu connais cet auteur de polar qui s'appelle James Ellroy, de polar noir qui se passe en Californie. Moi, il y a sa trilogie là, avec American Tabloids, Cold 6000 et Blood is a Rover. Là, ces trois-là, je les ai lus, relus. American Tabloids, je pense que j'ai dû le lire au moins 4 ou 5 fois. Alors, c'est dans l'Amérique de Kennedy, et puis après, les deux autres bouquins viennent ensuite. C'est sous fond de manipulation politique, de ce qui se passe entre les États-Unis et Cuba, avec, tu vois aussi l'implication de la mafia, tu vois tout un tas de choses. C'est une espèce de diapositive, mais alors pas du tout positive pour le coup des États-Unis, la partie sombre des États-Unis de cette époque-là. C'est hyper dur, hyper violent, clairement, mais le style de James Ellroy, moi, la première fois que j'ai commencé à lire ça, j'ai pris une gifle énorme avec des phrases courtes, tu sais, vraiment, tu sens que c'est un style hyper nerveux. Moi, j'adore. Voilà. C'est vraiment des bouquins. Parfois, je me retiens de pas les rouvrir en me disant non, mais t'as une pile comme ça de livres sur ta table de chevet avec toutes les recommandations de Pierre semaine après semaine. Là, tu vas pas te remettre la tête là-dedans, mais c'est vraiment des bouquins dans lesquels je me remettrais en permanence si j'écoutais que moi. Ah oui, c'est quelque chose qu'on regarde comme un polar. Moi, je me lasse jamais de jouer avec ça. Avec ce modèle, la Jordan 29, qui pour moi est la meilleure chaussure pour jouer au basket qui ait pu faire Jordan, totalement tissée ici avec ce plateau qui était là
en dessous et un amorti, un confort et un grip incroyable. Cette chaussure, j'ai joué avec je sais pas combien de temps. Regarde encore l'état de la semelle avec le pattern. Intact, c'est Et fou. je continue à jouer avec presque toutes les semaines et elle ne s'abîme jamais, quoi. Alors, le tissu peut peut-être se passer un peu, mais la semelle, je crois que c'est une des meilleures semelles que j'ai connues chez Jordan. Bon, voilà. On pourrait en parler encore des heures, des choses dont on ne se lasse jamais, Théo. On fera d'autres Ouais, épisodes on y reviendra. là-dessus, Ouais. bien sûr. Coup de cœur cette semaine, tu veux nous parler de quoi? Alors, tu sais, il y a. Alors, avec maintenant, tout est. Quand les disques sortent, tout est disponible tout de suite en streaming, etc. Moi, parfois, j'ai peur de mal écouter les disques en streaming parce que j'ai peur de les écouter en conduisant, en faisant la voiture, en faisant la vaisselle ou des trucs comme ça. Donc, il y a certains disques, je me réfrène de les écouter. J'attends de les avoir en main pour pouvoir les écouter vraiment posément. Et c'est le cas de certains artistes que j'aime beaucoup, notamment Rock Marciano, un des rappeurs new-yorkais, enfin un rappeur américain que je préfère, Mhm. voilà, qui a sorti cet album Marciology. Je crois qu'il est sorti il y a peut-être bien 6 mois déjà, et j'avais attendu de l'avoir en main pour pouvoir enfin l'écouter, et ben j'ai pas été déçu. Écoute, voilà, l'album s'appelle Marciology, tout est quasiment produit par lui, il y a quelques morceaux produits par The Alchemist et d'autres par Animos, deux super producteurs. Voilà, pour moi c'est le si vous aimez bien Griselda, West Side Gun, enfin toute cette espèce de nouvelle vague de rap américain qu'on connaît depuis une dizaine d'années à peu près, lui c'est vraiment le parrain en fait, le mec qui a lancé cette esthétique dont ils se sont tous quasiment inspirés et enfin, qui le cache pas d'ailleurs, qui le revendique. Et voilà, Rock Marciano pour moi c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs rappeurs américains actuels dans un style un peu classique on va dire. Mais ce nouvel album là, donc Marciology, là c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai enfin pu le poser sur ma platine et l'écouter et je suis pas déçu. Moi, mon coup de cœur, il parle un petit peu de ce qui est derrière toi, affiché derrière toi. Ce disque, c'est le documentaire de Thibaut de Longeville sur Bien DJ sûr. Mehdi, Made in France. 6 épisodes de 50 et quelques minutes qui sont sur Arte. Une anthologie de toute une période, qu'il soit de rap français, d'électro également française, puisqu'on part d'Ideal J jusqu'à DJ Mehdi chez Headbanger, une histoire qui s'achève évidemment tragiquement. Voilà, c'est un documentaire exceptionnel dans le montage, dans la musicalité de la manière dont c'est fait. Des archives totalement folles, puisque Thibaut de Longeville était avec une caméra autour de ses potes depuis le début. Voilà, vous y retrouvez un petit peu, on y retrouve un petit peu toute une partie de soi, puisqu'on y croise Kerry James, Mokobé, le 113, Rimka, Pedro Winter, etc. Et on se dit, merde, le temps passe quand même bien, bien vite. Et moi, c'est quand la fin de ce documentaire arrive, je me dis, déjà, le documentaire passe très vite, mais en plus, je me dis, on a bien vieilli quand même. C'était pas mal tout ça. J'aimerais bien le revivre et me replonger dans ce truc-là, de voir la voiture arriver sur la scène des victoires de la musique, dans Tonton du Bled, de voir ces trucs-là. Ça me paraissait hier. Et voilà, c'est fait avec énormément de bienveillance de la part de tous les artistes, mais surtout, on se rend compte à quel point, et ça, moi, je m'en étais pas rendu compte, DJ Mehdi est un personnage central de cette culture au niveau national, au niveau international aussi. Voilà, à quel point c'était mondial. Quand on se dit qu'est-ce que aurait donné des grands joueurs aujourd'hui s'ils jouaient dans la NBA d'aujourd'hui, j'aurais bien aimé savoir ce qu'aurait donné DJ Mehdi aujourd'hui, dans le hip-hop d'aujourd'hui, dans l'électro d'aujourd'hui, dans le monde de l'image qu'on a aujourd'hui. Euh, bon, quand on avait un mec à 13 ans qui construisait son propre sampler, je pense qu'il n'aurait pas eu de mal à se servir d'un téléphone. Mais voilà, c'est vraiment. Et je me rends compte surtout parce que à chaque fois que j'en parle autour de moi, depuis c'est sorti le 12 septembre, je crois, et que je dis, ah, faut que tu regardes, mais je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. En fait, autour de nous, c'est ce que je disais dans les 3 infos essentielles cette semaine sur Insta Drivers, que tout le monde a vu ce truc-là, tout le monde en parle autour. Et pourtant, c'est 6 fois 50 tout le monde l'a bouffé ce documentaire, et tout le monde se jette sur les disques de Mehdi qui sont un peu sold out partout. Tant mieux, c'est super. Je suis très content pour sa famille et pour tous ses proches qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Alors, il était connu à sa juste valeur, qu'il soit encore plus, et que les gens aient envie de se replonger dans cette période, c'est super. Voilà, gros coup de cœur. Bravo à Thibaut.
Ouais, documentaire vraiment fou. Moi, j'ai été impressionné par le nombre d'images d'archives, notamment sur les tout débuts, quand les tout débuts d'Ideal Junior, d'Ideal J, enfin le groupe avec Kerry James, là, quand ils sont tout gamins, j'imaginais pas du tout qu'il y avait autant d'images, tu vois, qui avaient été fournies à l'époque. Et t'as raison, hein, on se demande vraiment ce que serait aujourd'hui DJ Mehdi quand tu vois, on en parlait avant d'enregistrer Loop Culture, qu'un mec comme Kid Cudi, qui a quand même des millions et des millions de followers, là, justement, repartager un lien en disant d'aller voir le documentaire sur DJ Mehdi, ça montre un petit peu l'impact qu'il a eu à l'international, ce que tu soulignais. Et on peut que se demander en fait où il en serait aujourd'hui et peut-être aussi où en serait une certaine partie de la musique française, que ce soit la musique électro ou le hip-hop, parce que ça a vraiment été un moteur en fait de voilà, quelqu'un qui a participé à faire bouger les choses. Et ouais, c'est tout. Bon, c'est toujours le cas avec les disparitions tragiques comme la sienne, mais ça laisse... Finalement, je suis arrivé au bout des épisodes comme toi, Pierre, en ayant limite envie de se connaître la suite. Et malheureusement, on peut que se l'imaginer ou se l'inventer soi-même. Voilà, et c'est ce qui rend la chose encore plus belle avec les. C'est là qu'on se rend compte qu'on a affaire au plus grand quand on se dit qu'est-ce qui se serait passé. Voilà, on se pose pas cette question-là avec Tribal Jam, tu vois. Ce qui se serait passé si c'était sorti. Bah, tu as sorti du fin fond de l'univers. J'avais même oublié complètement ce nom, quoi. Magnifique, magnifique référence. Alors une fois n'est pas coutume, Théo, on va être très transparent avec vous. On avait en fait, quand on enregistre cette émission, on l'enregistre le jeudi et on avait prévu un truc un petit peu particulier avec un invité un petit peu particulier. Malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc du coup, ça a un peu bouleversé la manière de faire cette émission. On avait prévu avec lui toute une série de reliques, etc., qui collent avec cet invité qu'on espère faire revenir bientôt. Vous inquiétez pas, on n'en dit pas beaucoup plus pour l'instant. Mais du coup, cette semaine, Théo, on est tout nu, on n'a pas de relique. Ouais, c'est dur, hein. Premier épisode de Hoop Culture sans relique. Non, mais par contre, on peut vous demander, vous, qu'est-ce que vous auriez sorti comme relique et qu'est-ce que c'est votre relique très vieille Hoop souris, Culture serveur de relique, qui a bien morflé. Magnifique. Magnifique. Non, mais voilà, dites-nous, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous auriez sorti comme relique si vous aviez été notre invité aujourd'hui. Et puis nous, on sera heureux pour une fois d'être spectateur et de voir un petit peu ce que vous nous auriez sorti. Ah bah ouais, dites-nous un petit peu, là, envoyez-nous un peu des photos sur l'Insta de Rivers. Ça peut être sympa de les montrer en vous disant, j'imagine que vous dites parfois, quand vous regardez l'émission, moi j'aurais sorti ça, j'aurais sorti ceci. Alors je peux peut-être te montrer, tiens Théo, c'est pas une mauvaise idée. J'ai peut-être un truc quand même un peu particulier. Tu connais mon amour pour Spike Lee et les choses en édition limitée. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont amoureux des montres, il y a des gens qui sont amoureux des bagnoles, etc. Moi, je suis amoureux des stylos. Voilà, j'adore les stylos. C'est un truc, je suis un grand fan de stylos. Et un célèbre fabricant de stylos allemand, un jour, a fait une série limitée avec Spike Lee sur un stylo plume. Et il y a eu 500 exemplaires dans le monde. J'ai eu la chance de pouvoir mettre la main dessus en me bagarrant en ayant chialé un peu partout. Il est revenu de l'étranger. Je ne sais pas d'où il est arrivé, ce stylo. Et donc, tu vois, c'était un super stylo avec gravé les lunettes de Spike Lee en mode Marty Blackman dans She's Gotta Have It. Et sur la plume, la signature, alors on la verra peut-être pas, mais il y a la signature de Spike Lee qui est dessus sur 500 exemplaires. Voilà, c'est un bel objet qui porte la marque du grand réalisateur américain. Et c'est surtout ce logo, moi, qui me plaisait, puisqu'il fait écho aux Googles de Mars Blackman là-dessus. Donc, c'est on va dire, un stylo un petit peu hip-hop dans un monde qui ne l'est pas vraiment. Mais donc toi tu m'as bien eu quoi. Tu finis quand même avec une super relique hyper. Je voulais montrer un truc. C'est plus un truc un peu rare qu'une vraie relique au sens propre du terme. Ok. Bon, je note que faut quand même que je reste préparé en toutes circonstances quand je suis avec toi parce que tu peux toujours dégainer un truc à la dernière seconde. Écoute, on va refermer cet épisode du Hoop Culture là. N'hésitez pas à nous dire, vous, au-delà des reliques, quelles sont les choses dont vous ne vous lassez jamais, que ce soit pour le basket, la musique, le cinéma, peu importe. On refera de toute façon un épisode sur cette thématique à coup sûr avec Pierre Armand. On vous souhaite de passer un super week-end et une excellente semaine. Et puis on vous dit à très vite. Et Pierre, tu voulais rajouter une chose?
Une dernière chose, si votre relique à vous, c'est une radio, n'oubliez pas que maintenant, et on vous le confirme, on vous en avait parlé la semaine dernière, le Hoop Culture sera sur la bande FM, si vous êtes dans le sud sur Marseille, sur le 88.8 sur Radio Grenouille, le lundi à midi. Si vous branchez votre radio, si vous êtes dans votre voiture, vous entendrez le Hoop Culture. Vous le trouvez bien sûr sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Mais nous, de savoir qu'on est sur la bande FM, je peux vous dire qu'on n'en est pas peu fiers. On est bien content, Théo, d'avoir. Pour nous, c'est un peu une récompense, voire une consécration. On aurait adoré il y a 25 ans que notre émission soit sur la bande FM, puisqu'elle n'aurait pu être que là. Donc c'est chouette de savoir qu'on y est. Voilà, de toute façon, vous retrouvez tous les liens en description de ce podcast si vous voulez aller écouter, jeter une oreille du côté de Radio Grenouille, écouter le Hangtime Radio Show du mardi, retrouver Pierre Armand, Elodie et toute l'équipe, ou tout simplement les autres podcasts de Rivers et de Basket Session. Vous avez tous les liens en description. On vous souhaite de passer une super fin de semaine et on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.